Pour son 60e anniversaire, Germain Larivière de Saint-Hyacinthe est enchanté de vous présenter la prochaine émission débutant dans... On arrête le temps et on prend le temps. Au nom de la vie. Chante au nom de l'amour, au nom de la joie à chaque jour. Chante au nom de la vie, chante avec moi. Au nom de la vie. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Au nom de la vie. Ici, on va parler des vraies affaires. Des affaires que vous vivez dans vos maisons. Des affaires que vous vivez dans vos vies. Mais en plus, on va trouver des solutions tous ensemble. Le sujet de notre émission, l'anorexie et les troubles alimentaires. Mes deux invités, Cindy Audet et sa maman, Lynn Côté. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ça va bien? Ben oui, ben oui, ça va Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais j'aimerais vous demander en partant, pourquoi avez-vous accepté sur un sujet aussi tabou comme celui-là? Bien, justement, parce que c'est tabou, il n'y a pas beaucoup de monde qui ose en parler, puis il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui s'en sont sortis, qui veulent en parler parce qu'ils veulent juste faire une croix là-dessus. Fait que d'en parler, des fois, ça peut aider des gens qui en souffrent, des familles, des jeunes filles ou des gens qui sont sur le bord de tomber là-dedans, de dire « Ah, là, je pense que c'est pas une bonne idée. » Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette maladie-là. On peut dire une maladie? Oui, pas mal. Ça ronge autant le physique que le mental, là, mettons. Mettons, c'est quasiment comme un cancer, mais mental. Ouais? Comme maman, qu'est-ce qu'on voit comme les premiers gestes qu'elle fait pour s'apercevoir que c'est pas comme avant? Là? Exactement, mais les premiers signes, dans le fond. Signes, oui. Oui, c'est... moi, je me suis aperçue, qu'elle avait perdu 12 livres, mais ça, tu sais, je veux dire... n'importe quelle maman dirait, ben, c'est pas si grave que ça, parce qu'elle l'a pas perdu dans le petit laps de temps. Mm-hmm. Mais moi, en partant déjà, là, j'ai dit, c'est assez, hein. Tu fais plus d'exercice, là, puis t'en perds plus. Et ça a continué. Jusqu'à ce que... puis aussi, elle a changé comme d'habillement, de style d'habillement. Elle se mettait des jupes juste, au lieu d'être en haut, un petit peu en haut des genoux, là, c'était des mini-jupes. Elle était contente de se promener avec ça. Contente de montrer... Montrer quoi? Les livres qu'elle avait perdus. Okay. Mais, tu sais, elle, comment je pourrais bien dire? Elle se voyait même pas comme nous, on la voyait, fait, en partant. Ouais. Elle ne savait pas qu'elle avait un problème. OK. Cindy... Tu te voyais grosse ou... Sérieux? Oh oui, moi, du départ jusqu'à la fin, à chaque fois que je me regardais dans un miroir, là, je vais avoir beau perdre 15 livres là, dans ma tête, j'étais encore plus grosse qu'avant. Puis il y a certaines journées là, que c'était pire là, si j'avais mangé un aliment que je m'interdisais, mettons de la crème glacée là, dans la journée. Je me voyais là, comme le quadruple de la grosseur que j'étais au départ. Oh! Puis même quand je voyais des photos de moi, j'accusais ma mère d'avoir truqué les photos parce qu'on dirait que la version que je voyais de moi devant le miroir, c'était pas ce que je voyais, ces photos que, mettons, ma mère me montrait. C'est vraiment... on mettait sa balance, le chiffre était, mettons, 70 livres, bien j'accusais la balance. Ah, ben c'est la balance qui est défectueuse, là. Il y a un problème. Dans ma tête, là, c'était vraiment, moi, je pesais 200 livres au moins et plus, tu sais, pour ma grandeur, là, puis j'étais vraiment... Mais ce désir-là de vouloir disparaître, parce que c'est ça, si je comprends bien, maigrir, 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 jusqu'à en mourir, c'est de vouloir disparaître, c'est un suicide à petit feu, comme on peut dire. Et je comprends pas trop, s'habiller, montrer son corps, d'après moi, ce que je comprends, c'est on voudrait se cacher, s'effacer, se cacher. Toi, c'était le contraire, de montrer les livres que tu avais perdus, cette fierté-là. Bien, moi, c'est que j'ai comme pas mal tout le temps eu un peu honte de moi. Tu sais, je me suis beaucoup fait intimider à l'école sur toutes sortes de sujets.
À 8 ans, j'avais déjà commencé à avoir un petit peu ma puberté, là, si on veut. Fait que je me suis déjà fait niaiser pour mes formes, puis pour... J'avais des grosses fesses, j'avais des seins, Fait que là, j'ai commencé à me faire niaiser là, puis plus ça allait, plus au secondaire, je me cachais. Fait que là, en maigrissant, ben toutes ces formes-là sont disparues. J'avais presque plus de seins, j'avais plus de fesses, j'avais plus... Fait que là, on dirait, ben là, je peux me montrer, ils me niaiseront plus, tu sais, ils n'auront plus de raison de rire de moi pour ça, tu sais. On dirait, inconsciemment, là, c'est ça que je me disais. Et si je regarde Cindy, ta maman, qui est toute petite, qui fait pas d'embonpoint, tu avais l'exemple de c'est les magazines, c'est quoi qui te disait dans ta tête que tu étais grosse? Ben moi, c'est premièrement comme les intimidations des gens, puis je voyais beaucoup mes amis qui étaient pas faites comme moi, tu sais, j'étais pas énorme là, mais tu sais mes amis étaient toutes petites, toutes minces, grandes, élancées, des grandes jambes, puis moi j'ai tout le temps été un peu plus faite solide là, tu sais, des plus gros mollets, des plus grosses cuisses, des plus gros bras, un peu plus faites musclées, là, si on veut. Puis on dirait que là, je me suis dit, ben j'aimerais ça, moi aussi être comme eux, parce que on dirait qu'eux, ils étaient bien dans leur peau, puis moi, je l'étais pas. Fait que je me suis dit, en étant comme ça, peut-être que moi aussi, je vais être bien dans ma peau, mais ça, c'est juste jamais arrêté. Et mon désir de perdre du poids, il est jamais parti. On s'est rendu à combien? La dernière fois, je me suis hospitalisée, là, je dirais à peu près, si je me rappelle bien, 53-54 livres que je pesais. La même grandeur. Oui, même grandeur, toute, là. Je pesais ça, puis tout habillé. Oui, en Fait plus. que- My God. Oui. OK. Puis j'étais sur le bord de l'arrêt cardiaque quand on m'a hospitalisée la dernière fois, mais c'est de moi-même que je suis allée parce que je me sentais vraiment pas bien, puis j'ai eu peur. Puis dans la nuit, j'étais pluguée sur le moniteur, tout ça, puis ça sonnait parce que mon cœur, pendant la nuit, diminuait trop bas, puis qu'il était limite là, d'arrêter. C'est ça. Fait que là, j'entendais ça sonner, puis là, ça me réveillait, puis là, ben, ça repartait juste assez, là. Puis là, c'était dans les 35-40 battements minutes, là, quand la normalité plus bas, c'est, mettons, 60 pour les gens. Fait que... Mais cette culpabilité-là de vouloir exister, de vouloir vivre, ça vient d'où, ça? En tant que tel, je sais pas exactement, ça vient de plein de choses, c'est pas juste une chose, mais on dirait que dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. J'ai déjà vécu des attouchements quand j'étais jeune, pas par personne de ma famille, là, mais par un adulte en autorité sur moi, puis tout ça. Ouais. Puis ça, on dirait, en plus de l'intimidation des gens, on dirait que je trouvais que j'avais pas ma place nulle part. Tu sais, je me disais, c'est de ma faute si je me suis fait faire ça parce que j'avais des formes. C'est de ma faute si je me fais niaiser parce que je suis devenue femme plus vite que les autres. C'est de ma faute. Tu sais, tout était de ma faute. J'ai tout le temps été du genre à dire que tout était de ma faute de toute façon, peu importe ce qui arrivait. Mon petit frère qui était autiste, moi, dans ma tête, c'était de ma faute aussi parce que moi, il aurait fallu que ce soit moi, tu sais. Fait que je culpabilisais pour tout le temps. Fait qu'on dirait que là, de faire ça, ben je me punissais, c'est ça. Chaque chose que je faisais de pas correct, ben je me jetais là-dedans encore plus intensément, là. Je passais mes journées juste à faire ça. J'avais plus de loisirs, j'avais plus d'amis, j'avais plus... Même mon travail, c'était rendu que je m'étais fait mettre à temps partiel pour pouvoir faire plus d'exercice puis moins manger. Ouais. Mais comme maman, là, comment qu'on réagit, Lynn, de voir sa fille dépérir comme ça? J'ai encore les yeux dans l'eau, c'est-à-dire, parce que, tu sais, dans le fond, en tant que parent, on se fait juger, OK? Oui. Premièrement, puis ça, c'est vrai. Juger à propos? Juger à propos que soit qu'on s'occupe pas, que je m'occupe pas de ma fille. Ah oui. Que moi, j'avais une vie assez active, dans la musique, tout ça, hein, puis bon, t'es connue. Mais les gens, ben elle vient me voir en spectacle, puis les gens, des fois, disaient, moi, je m'occuperais de sa fille à la place de chanter. C'est parce que c'est tellement le seul moment que je pouvais aller me... Ouais. Même... Respirer. Oui, respirer, puis reprendre les énergies, parce que, écoute, moi, j'ai jamais demandé à ma fille d'être parfaite. Aucun de mes enfants, jamais. Elle s'exigeait ça. Ouais. Mais ça vient de moi, parce que moi, dans le fond, moi, c'est comme tout le temps un peu perfectionniste. C'est bon.
Puis je me suis culpabilisée longtemps parce qu'elle voulait tout le temps être parfaite, puis elle prenait l'exemple de maman. Ouais. Tu comprends? Puis ça, j'ai fait comprendre ça à la longue, puis je me suis dit, j'ai dit, je t'ai jamais demandé d'avoir des notes de 100 Tu passes pas à l'école, là. Il y a un problème. Je suis là pour t'épauler, je suis là pour t'aider, tu sais. J'ai toujours été, elle peut le dire, le genre de maman comme ça. OK. J'ai jamais demandé quoi que ce soit qui soit les meilleurs. Sinon, tu n'auras pas... Ouais. Bon. Fait que, tu sais, je m'en posais des questions. Pourquoi qu'elle était rendue là? Puis comme c'est la première fois qu'elle en parle en public, elle l'a dit tantôt. Elle a vécu des attouchements. Écoute, je l'ai su beaucoup plus tard. Ouais. Je m'en étais aperçue. Elle avait, 8 ans, 9 ans? Elle me demandait si c'était mon père qui m'avait peut-être attouché. Elle dit c'est quelqu'un qui t'a attouché, soit peut-être ton grand-père. Elle cherchait tout le monde dans l'entourage qui aurait pu faire ça. Puis je disais non. Mais tu sais, finalement, c'était pas les gens qu'elle croyait non plus. Là. OK. Tu sais, je voulais juste la faire parler. Ouais. Parce que mon mari n'aurait jamais fait ça. Non. Mais tu sais, je voulais juste la faire parler parce que je voulais lui faire savoir que je savais qu'il y avait quelque chose comme ça. OK. C'est tout. J'ai puis même elle m'a avoué, j'ai refusé de voir des psychologues jeunes justement à cause de ça. Les professeurs voulaient me faire voir des psychologues à Ouais. l'école parce qu'ils trouvaient que tout d'un coup, je m'étais refermée beaucoup. Puis là, j'ai pété une crise carrément à ma mère. Je voulais pas voir de psychologue, je voulais pas... parce que je me disais, dans ma tête d'enfant, ben si je vois un psychologue, je vais être obligée de dire ça. Mais si je dis ça, ben tu sais, elle va me juger, puis elle va penser que je suis pas une bonne petite fille, tu sais, fait que... Que tu l'as aguichée, que tu mérites elle aussi. Ouais. Mais je veux juste reprendre un point que je trouve important. Dieu merci, et tant mieux que ce soit pas ton mari et ton non. père qui a fait ça. Mais il y a beaucoup de cas, par contre, que les femmes disent ça. « Oh non, mon mari ferait jamais ça. » Puis c'est pas vrai, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Oui, C'est pas exactement. pour tout le monde. Alors, c'est pas arrivé chez vous, tant mieux. Mais ça peut arriver, par contre. Parce qu'il y a des femmes, il y a des mères qui protègent leur mari au lieu de protéger leur enfant. Et ça, on en a vu beaucoup, mais c'est pas le cas en ce moment. Je voulais juste mettre la pendule à l'heure. Oui, Je trouve ça important. c'est vrai, pour t'as raison. Pas froisser ces personnes-là qui ont vécu ça, là. C'est vrai. Et comment qu'on arrive à vivre avec tout ça? L'école, le travail, les amis, les commentaires des autres, est-ce qu'ils ont changé à un moment donné ou ça t'affectait toujours? Les commentaires des gens... Qui te côtoyaient, tes amis de filles, que tu voulais être comme eux? Ben, à un moment donné, ils se sont posé des questions, eux autres, parce qu'ils me voyaient maigrir de plus en plus. Il y en a qui se sont éloignés parce qu'ils se sont sentis mal, parce que eux, dans leur tête, c'est un petit peu de leur faute, parce qu'ils n'étaient pas assez là pour moi. OK. J'ai perdu beaucoup de contacts. Puis il y a beaucoup de personnes, il y en a là-dedans qui m'ont jugé aussi. Puis il y en a d'autres, ben au contraire, qui essayaient de m'aider, de me dire Ah oui, t'as un OK. petit problème, tu sais, c'est vrai, consulter, aller voir le médecin, n'importe quoi. Mais quand ils me disaient ça, moi, je me fâchais après eux. Donc, ça l'a éloigné encore plus. Je me suis tellement éloignée de tout le monde, c'était rendu, j'étais dans mon cocon, je suivais mes parents. C'est tout. Il n'y a personne d'autre. J'avais aucun autre cercle social que mes 2 parents, mes 2 frères. C'était vraiment... J'étais toute seule chez nous. Isolé. J'ai même quasiment voulu arrêter de travailler à un moment donné, justement pour plus avoir... je travaillais dans le public, à voir le monde ou d'avoir des regards ou Ouais. des jugements, tu sais. Ça a été pesant, ça, dans ta vie. Ta vie, t'es toute jeune. Ouais. Mais ça a été pesant, ça l'a pris beaucoup, ça l'a pris toute la place. Totalement. Ah oui. J'avais plus de place pour rien. Des sorties, des loisirs, sortir comme les jeunes de 19, 20 ans, tu sais, avec des amis, aller au cinéma. Je faisais pas ça du tout. Il n'y avait rien. Il y avait des sorties avec maman, papa, puis ça finissait tout le temps en... C'est moi qui décidais tout, puis je bourrassais. J'étais tout le temps colérique, fait que... Aussitôt que quelque chose ne faisait pas mon affaire, puis j'avais pas le contrôle, ben là, c'est ma petite crise de... Mais ça m'amène à un point, avoir le contrôle. Ce contrôle-là,
il était fort, là, ce désir de contrôler ta propre vie, ton corps, de contrôler tout ce qui était les commentaires des gens, de contrôler ta maman et ton papa probablement qui se disaient, mais voyons donc, laisse-toi pas aller comme ça, là. De vouloir contrôler tout ça pour t'éliminer. Il y a beaucoup de culpabilité, mais à un moment donné, ça change. Qu'est-ce qui fait que ça change? Le fait de ne plus vouloir avoir tout le contrôle puis tout ça, ça a changé parce que à un moment donné, à force de me faire dire des commentaires par les gens, à force de voir que, oui, ma santé a dépérissé, d'avoir des faits rapportés par les médecins, parce que moi, je suis une personne qui... Les faits scientifiques, théoriques, tout ça, ça vient me chercher. Fait que, à force d'avoir beaucoup de faits, d'avoir des preuves, d'avoir des gens qui avaient le même problème que moi, mettons, ça sur Internet ou en vraie personne, bien, ça m'a apporté de me dire, bien, j'ai un problème, puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'allure qu'est-ce que je faisais subir à mon entourage, là, de contrôler les heures qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait, l'heure qu'il se levait, où ce qu'il allait. Surtout son père, oui. Elle l'a tellement contrôlé, il avait plus le droit, il était tellement rendu nerveux, il avait plus le droit de manger comme avec telle vitesse. Un contrôle total. Et aussi la publicité qu'on voit dans les journaux, nos vedettes qui ont des corps impossibles, là, toutes retravaillées, découpées avec des chirurgies, tout ça. Ça aussi, j'imagine, ça a fait un choc de vouloir être comme eux. Bien, c'est sûr, on voit des choses comme ça. Fait que justement, ça nous donne comme ben mon but, c'est d'avoir ses abdominaux, c'est d'avoir ses longues jambes toutes effilées. Mais à un moment donné, maintenant, beaucoup, on voit les avant-après, les retouches. Ça, justement, ça nous dit, ben crème, elle n'est pas si parfaite que ça. Elle n'a pas le petit corps, là, tout vraiment les standards que les gens pensent que les vedettes ont, ben c'est pas nécessairement ça qu'ils sont vraiment, là. Et on voit qu'ils sont pas plus heureux. Donc, de toute façon, le bonheur, c'est pas là qu'il se situe. Hein. Non, vraiment pas. Dans l'acceptation de soi. Et depuis ce temps-là, ça a changé. Tu as réussi à t'en sortir. Comment tu as fait pour t'en sortir? Bien, ça a été beaucoup long, là. J'ai eu quelques rechutes. Je me suis hospitalisée quelques fois. Il me faisait prendre du poids. Je voyais un psychiatre. Puis à un moment donné, je me tannais. Fait que je repartais de l'hôpital sans avoir terminé, en fait, là, mon traitement. Puis à un moment donné, des amis de la famille, avec mes parents, ont décidé de m'emmener dans une clinique privée qui s'appelle la clinique Saint-Amour. Puis là-bas, il y a des gens qui étaient anorexiques aussi auparavant, celle que la clinique en tant que telle l'était. Puis j'ai été suivie là-bas pendant 2 semaines intensives. J'étais tout le temps là-bas. Puis ils nous ont appris à avoir une belle relation avec la nourriture, voir que manger, ça n'apporte pas nécessairement de la culpabilité, qu'on peut avoir du plaisir, puis de voir que ces gens-là qui ont déjà eu des troubles alimentaires, pour la plupart, s'en sont sortis, ils ont des enfants, ils ont une famille. Bien, moi, ça m'a fait un petit déclic dans ma tête. Bien, moi aussi, j'aimerais ça avoir une famille, des enfants, puis que l'anorexie, ça l'empêche justement à long terme d'en avoir. Fait que je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Fait que là, après avoir fait cette thérapie-là, j'ai commencé tranquillement, pas vite, là, vraiment à remonter la pente, là, plus ça allait. Ça m'a pris peut-être 2 ans à reprendre un poids vraiment normal, là. Mais pendant ces 2 ans-là, j'ai jamais rechuté de poids, là. C'est une prise en charge complète. Qui nous amène aujourd'hui à avoir une belle petite bédaine. Oui. De 5 mois? Oui, 5 mois. Hey, ça, c'est un miracle. Moi, pour parler franchement, je croyais pas à un moment donné. Je croyais plus. Puis quand c'est mis à reprendre du poids, tranquillement, pas vite, c'est sûr que ça allait mieux dans sa tête. Hein? Ça va mieux partout. Elle a rencontré un gars qui est super gentil avec elle, puis tout ça. Puis, à un moment donné, elle est venue m'annoncer qu'elle était enceinte. My God! Le bonheur! Écoute, le bonheur total, c'est sûr. Ah oui? Oui. À vouloir autant s'enlever la vie, s'effacer de la vie, croyant qu'on ne la méritait pas, et aujourd'hui, être assis devant les téléspectateurs et dire « Je vais donner la vie ». C'est spécial. Comment tu te sens, Cindy, avec tout ça? Là? Bien, moi, en ce moment, tu sais, c'est ça, je suis très heureuse.
je regrette pas tant ce que j'ai fait dans le passé. Tu sais, oui, j'ai un petit regret d'avoir gaspillé autant d'années dans l'anorexie, mais je me dis, ça va me servir à, si je vois des gens qui sont dans ça, pouvoir les aider. Ou même si je porte une petite fille, là, si ma propre fille plus tard, ou si j'ai un petit garçon que je vois qui développe des troubles alimentaires, je me dis, ça va m'outiller pour les aider plus tard. Tu sais, je m'en sers comme bagage plutôt que de culpabiliser encore, parce que justement, l'anorexie, c'est la culpabilité. Toujours. C'est drôle, j'ai comme une impression que la femme se sent coupable en partant d'être femme, je sais pas, c'est nos générations qui nous ont emmenés là. Mais il y a toujours un responsable, et c'est toujours la mère, la responsable, toujours la femme qui est coupe de tout ça. Et dans le fond, on sait très bien que c'est pas vrai, là. Hein. C'est tellement pas vrai, là. Non. La mère a vu le bonheur de son enfant. Elle veut pas le voir s'écrouler comme ça. Oh my God. Ah non, moi quand j'ai voulu des enfants, là, je veux dire, je suis pas mieux qu'un autre, mais moi puis mon chum, quand on a voulu des enfants, on s'est dit, tu sais, on va être là pour eux autres, parce qu'on est issus de 2 familles séparées. OK. Tout ça. Fait que nous autres, on voulait vraiment un noyau, créer un noyau solide. Serré, oui, ouais. serré. Lynn, ton métier, c'est chanteuse. Oui. Et auteur-compositeur. Oui. Et tu as écrit une chanson qui parle de l'anorexie pour Oui, Cindy. exactement. Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Écoute, cette chanson-là, ma fille, elle venait de rentrer à l'hôpital. Elle était supposée de venir avec nous à Saint-Tite. Le Festival Country de Saint-Tite? Oui, le OK. Festival Country. Et moi, quand je ressens des grosses émotions comme ça, je m'assois, là, puis j'écris. Puis là, il y a un air qui me vient en tête. OK. Donc, j'ai écrit la chanson Anna. Comment moi, face à la maladie, comment moi je la voyais, cette maladie-là. Puis comment j'aurais aimé parler à ma fille si elle m'avait écouté, mettons. Parce qu'elle, elle m'écoutait pas dedans. Elle n'avait pas de problème, tu sais. OK. J'ai dit peut-être en chantant une chanson, ça peut aider à ce qu'elle écoute ce que moi je ressens en même temps. Comme maman, là. Comme maman, puis qu'elle sait. Je veux qu'elle sache que je suis là pour tu sais, y aider dans le fond. Oui. Puis ça passait un petit peu le message. Avant d'aller à Saint-Tite, j'avais composé une musique maison, c'est sûr. Oui. Avec les paroles, puis j'ai fait écouter. Et c'était quoi la réaction? Bien, j'ai eu les larmes aux yeux un petit peu parce Oui. que, tu sais, ça permet de voir que, tu sais, ma mère, comment qu'elle se sentait. Puis le fait qu'elle ait fait une chanson là-dessus, puis je sais qu'elle, quand elle fait une chanson, c'est souvent sur le coup de l'émotion, là, depuis le temps que je vis avec elle. Fait que le fait d'entendre ça, puis en plus de savoir qu'elle voulait la faire probablement à Saint-Tite, que j'étais supposée d'aller avec eux autres, bien, ça m'a fait de quoi pas mal. Ça m'a touché quand même, puis ça m'a fait réfléchir sur le fait que je fais quand même vivre quand même beaucoup de peine à mes parents, à ma famille. Fait que ça fait réfléchir, ça porte à essayer de s'améliorer, de faire des efforts. C'est de l'amour, hein, les parents qui ont eu pour toi de t'appuyer tout ce temps-là et d'être encore là. Vraiment. Ça, c'est de l'amour pur, là. L'amour d'une maman, là, c'est quelque chose. Et tu vas le vivre bientôt. C'est assez spécial. Et moi, je dois te dire, je dois faire un aveu. Par contre, cette chanson-là, je la connais. C'est une de mes chansons préférées. Ça me touche tellement. Là. C'est un cadeau du ciel là, que quand tu me dis ça. Parce que, en tant qu'auteur, compositeur, moi, je veux plaire à un certain public, c'est bien sûr, mais on se met à nu. Hein. Oui. On dit nos émotions. Un artiste, c'est ça. On se met vraiment à nu, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça, mettons, que des fois, ils pensent que c'est les histoires des autres, peu importe. Oui, des fois, c'est les histoires des autres. Mais aller chanter ça, c'est à la scène à Saint-Tite, ça faisait 2 jours que j'avais composé. Là. Wow. Je peux te dire, j'ai pleuré ma vie. Ça doit. Oui. Puis je l'ai tellement vécu, là, c'est comme si j'avais été Céline Dion. Là, tu sais, là, je fais... Mais c'est beaucoup d'émotions. Oui. Aujourd'hui, est-ce que la maman, Lynn Côté, est fière de sa fille? Oui, vraiment. Oui, parce qu'on est des complices, des grandes amies.
Elle, ben, tous les jours, elle m'appelle à tous les jours, on s'écrit tous les jours. Oui, elle vient manger discrètement chez maman des fois. La nourriture de maman. Oui. Ah oui. Oui, on est vraiment des complices dans la vie. Je suis très fière de ma fille. C'est un beau dossier qui est terminé. On passe au grand bonheur, la naissance. C'est une petite fille, je crois? Oui, une petite fille. Wow! Mais félicitations. Ben, c'est merci. un cheminement de vie et le fait de vous avoir à l'émission comme ça, c'est pour aider le plus de gens possible. Et c'est certain que dans les maisons, il y en a des jeunes filles, des jeunes hommes aussi, qui vivent ces situations-là. Et c'est tabou, alors on ne la voit pas, l'aide. Et on a parlé de la Maison du Cœur. La clinique Saint-Amour. Saint-Amour. La clinique Saint-Amour, OK. Oui. L'amour, le cœur, j'ai fait une liaison. C'est à C'est à Saint-Romuald. Saint-Romuald. De toute façon, aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir des références. oui. Et tantôt, on va avoir le grand bonheur de t'entendre chanter la chanson que tu as composée, Anna. Eh oui. Ouais. Mais au retour de la chanson, on va recevoir une nutritionniste. Oui. Et c'est une personne très importante dans ce que vous avez vécu, dans ce que tu as vécu, Cindy. La nourriture, on l'haït, on l'aime, on saillit, on s'aime. En fait, ce qu'on a dans notre assiette, ça nous représente beaucoup. Et cette jeune fille-là va nous en parler tantôt. Mais tout d'abord, merci encore infiniment, parce que le but, c'est de détruire ces tabous-là et de faire de leur réalité un bonheur comme tu le vis aujourd'hui. Cora Loomis, nutritionniste, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Dites-moi, Cora, les histoires comme celle de Cindy, vous en avez sûrement entendu plusieurs. Oui, en fait, je suis nutritionniste depuis 8 ans déjà et j'ai la chance de côtoyer des gens qui souffrent de troubles alimentaires. Et je dis chance vraiment parce que je trouve qu'il y a une profondeur plus intense que peut-être monsieur, madame, tout le monde, ça doit être à cause de la souffrance, en fait. Puis, c'est pas juste de l'anorexie non plus que je vais rencontrer, c'est tout plein de troubles alimentaires. Tantôt, vous avez parlé de, oui, c'est un problème de santé. C'est un réel problème de santé et c'est important de le reconnaître ainsi et de voir le problème de santé un peu comme Anna, c'est-à-dire une entité à part. C'est pas la personne qui agit ainsi, c'est pas la personne qui a ces pensées-là, c'est vraiment le trouble qui vient envahir, qui vient habiter, qui vient détruire un peu la personnalité de la personne durant un bout jusqu'à qu'il y ait un déclencheur. Puis c'est vrai qu'on peut pas forcer quelqu'un à chercher de l'aide, qu'il soit adulte ou non. En fait, même plus jeune, oui, on peut hospitaliser quelqu'un plus tôt, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts pour sortir du trouble, ils ne sont pas prêts pour entamer le processus de rétablissement. Tu m'as dit que c'était 2 ans que ça a été vraiment de reprendre un rythme normal. 2 ans. Avant de reprendre un poids santé à 100 là, puis de manger mes repas sans penser à faire autre chose de 2 ans. Puis c'est long, puis c'est dur parce que c'est quelque chose qui ça devient un peu comme les habitudes, ça devient tes habitudes, même si c'est pas toi, même si c'est le problème. C'est comme une obsession. Certainement. Certainement une obsession. Puis, je voulais souligner aussi, parce qu'on parlait d'anorexie, vous autres parliez d'anorexie tantôt, mais c'est pas juste l'anorexie, il y a plusieurs troubles alimentaires qui... Ah, moi, je les connais pas. J'aimerais ça, critique. L'anorexie, c'est vraiment où est-ce que c'est beaucoup le contrôle, la restriction, on voit une perte de poids grave, on voit des problèmes de santé autres qui embarquent. Ça peut être justement accompagné d'entraînement excessif, ça peut être accompagné de vomissements parfois, mais c'est vraiment le clé, c'est la perte de poids et le refus de manger. Donc, de vraiment la restriction. Ensuite, il y a la boulimie, qui va être des périodes où est-ce que la personne va manger beaucoup. Puis quand on dit beaucoup, c'est pas une rangée de biscuits, ça va être la boîte au complet. Ça va être le pot de crème glacée au complet. Puis ça va être
toujours en cachette, toujours avec beaucoup de culpabilité et une perte de contrôle. Puis ça va être suivi par un moyen de compensation, que ça soit le vomissement, que ça soit l'entraînement excessif, que ça soit les laxatifs. Et ça crée un cycle vraiment, vraiment désastreux, vraiment désagréable, où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de honte, puis il y a un désir de compenser. Mais même les compensations, ça mène pas quelque chose de bien dans la personne, puis ça rentre dans un roue. Mais ce qui est poche avec la boulimie, c'est que souvent, ça va être un poids normal qui est maintenu. Fait que c'est plus difficile pour les proches, c'est plus difficile pour l'entourage de dire « Hey, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche » parce que ça paraît pas. Il n'y a pas de maigreur. Il n'y a pas de maigreur qui est accompagné, donc c'est de la souffrance aussi importante. C'est un trouble alimentaire qui je trouve, plus difficile à identifier, justement, à cause de ça. C'est vraiment la personne qui doit avouer que ça va pas, qui doit dire à quelqu'un qui mange beaucoup puis qui se font vomir. C'est vraiment désagréable pour... Ben oui, pour le corps aussi, de réagir comme ça, d'en absorber autant et de le forcer à rejeter tout ça. Si on regarde les personnes qui cachent la nourriture dans leur chambre à coucher, oui, ça pourrait être un signe de s'ouvrir les yeux à savoir s'il y a un problème ou pas? Oui, définitivement. Ça peut être un comportement qui est pas normal, là, qui serait troublé. Parce que même si ça, je voulais souligner, même s'il n'y a pas de trouble alimentaire diagnostiqué, il y a des petits signes qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'alimentation. Puis quand on voit des repas qui sont vraiment minimes, beaucoup d'épinards, tu as parlé d'épinards tantôt, mais la salade, c'est la classique. Où est-ce qu'il y a un refus catégorique de manger certains groupes d'aliments. Ça va être problématique. Cacher de la bouffe dans sa chambre, ça, c'est sûr. Mais encore une fois, ça se cache vraiment bien, ce genre de comportement-là. Mais les épinards, je comprends pas. Pourquoi les épinards? Mais c'est juste que la salade, elle est malheureusement connue comme un aliment qui n'a peu de calories et donc qui est sécuritaire. Puis la plupart des autres groupes alimentaires vont être rejetés parce que c'est dangereux. Sur la salade, c'est ça. Puis peut-être d'autres aliments. Ça dépend. Tout le monde a leurs propres règles dans leur tête aussi. Puis même quand on parle de boulimie ou de hyperphagie boulimique, qui est un troisième type. L'hyperphagie boulimique, c'est des crises de bouffe, mais pas de compensation. Puis là, ce qu'on voit dans ce temps-là, c'est un gain de poids. Fait que ça, c'est peut-être un peu plus facile à identifier parce qu'on voit un changement dans le corps. Mais ça reste que, ça peut être un paquet de raisons, c'est moins alarmant, généralement, que la perte de poids. Mais dans tous ces cas, souvent, il y a des règles et des restrictions qui vont précéder les crises de bouffe, puisque on a plein de messages qui sont passés dans les médias, plein de messages de santé qui sont pas toujours adaptés ou adéquats, et les gens vont se dire je peux pas manger ci, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Puis à force de se restreindre, c'est vraiment le cycle de la privation qui embarque. Et ça va être je me prive, je me prive, je me prive, et tout d'un coup je suis plus capable, puis ça va être vraiment une orgie alimentaire, si on veut utiliser un terme qui est un peu plus parlant. Vraiment une grande quantité de bouffe qui est consommée dans la culpabilité, dans la honte. Donc, tout ça s'accompagne de souffrance. C'est toujours... C'est la souffrance qui revient toujours. Moi, c'est drôle. C'est drôle. Je suis content qu'on en parle parce que Santé Canada approuve des aliments, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Santé Canada approuve le tabac. Puis le tabac, c'est pas bon. Quel exemple? Mais ce que Santé Canada approuve des choses ou non, c'est plus au niveau de la sécurité. Mais tu as dit bon. On est vraiment bon pour classer des aliments comme bons puis mauvais. Moi, je travaille très fort pour enlever ça. C'est pas vrai qu'il y a des bons aliments puis des mauvais aliments. Puis cette façon de catégoriser les choses fait en sorte que, justement, on va se sentir mal de vouloir manger de la pizza ou des biscuits. On va se restreindre, on va se limiter, on respecte pas les vraies envies. Puis là, ça peut, justement, créer vraiment des crises alimentaires, des binges de bouffe. Mais ça, on peut avoir des binges de bouffe sans avoir un trouble
alimentaires aussi. Mais Oui. pour revenir vraiment aux troubles alimentaires, ça va être toujours basé sur la souffrance. Ouais. C'est un réel problème de santé. Puis, on voulait parler de solutions ce soir. Donc, c'est super, super important d'aller chercher de l'aide. Ouais. J'imagine que il y avait une équipe multidisciplinaire qui te suivait, Oui, qui t'a vraiment. permis de vraiment sortir. Puis c'est pas juste l'équipe multidisciplinaire, c'est aussi la famille, c'est les amis. Oui. On voit de plus en plus que c'est vraiment ça la clé pour s'en sortir, pour se rétablir. C'est vraiment d'avoir des gens dans son entourage. Puis je trouve ça vraiment beau aussi, tantôt, l'idée de dire tu te fais juger comme mère ou comme parent. Vraiment, vraiment énormément. Puis c'est malheureusement parce que ça a déjà été considéré comme facteur de risque ou déclencheur que les parents contrôlant créer des troubles alimentaires chez les enfants. Puis là, maintenant, on reconnaît que ça n'a plus rapport. Il faut vraiment faire équipe avec les parents parce que c'est vous autres qui vivez tous les jours avec le jeune, l'adulte, l'enfant. Puis c'est pas les parents qui sont à la faute de ça. Oui, il y a des déclencheurs comme justement les amis qui sont peut-être génétiquement plus maigres ou plus élancés. Il peut avoir la puberté précoce ou plus tôt qui fait en sorte qu'on sort de l'ordinaire. Mais c'est pas juste ça non plus. L'image corporelle, oui, ça fait partie des façons de prévenir, si on veut. Mais c'est pas juste ça, c'est vraiment super complexe. C'est complexe pour les femmes et aussi pour les garçons. Oui. Oui, l'anorexie, en fait, on le voit beaucoup plus chez les filles ou chez les femmes, mais il y a aussi des garçons qui sont anorexiques, absolument. Puis le problème, le trouble alimentaire qu'on voit le plus souvent chez les hommes, c'est l'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire celui où est-ce qu'il y a des crises de bouffe, mais pas de compensation. OK. Donc, on voit dans ce temps-là, comme que j'ai dit tantôt, vraiment un gain de poids. Ouais. Puis là, on va dire, on va associer ça à plein de préjugés par rapport au gain de poids. Puis les médecins vont pas toujours pister que c'est un problème vraiment au niveau de la relation avec la nourriture. Mais ces personnes-là, encore une fois, vont vivre la souffrance du trouble alimentaire en plus de tous les messages puis les gens qui vont commenter leur poids, suggérer des choses ou dire il faudrait donc que vous perdez du poids ou c'est dangereux pour votre santé. Fait que de savoir que tout changement, en fait, dans notre corps, tout changement dans le poids peut être un signe que quelque chose ne va pas, que ça soit une perte de poids, que ça soit un gain de poids, mais c'est pas juste le changement de poids non plus qui va être signe anormal. Compter les calories, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est signe de alimentation troublée. On ne devrait pas avoir à compter nos calories. Ça, c'est utiliser sa tête pour décider qu'est-ce que notre corps a de besoin, alors que le corps est très, très capable d'identifier c'est quoi ses besoins en envoyant des signaux de faim et de satiété. OK. C'est vraiment l'approche qu'on met de l'avant. Puis pour revenir, parce que là, je tourne en rond un petit c'est peu. bon, j'aime ça, parce que moi, je vois plein de barrières tomber, là, comme les points, là, comme il y a des régimes, sans les nommer, qui nous disent, bon, tu dois consommer tant de points là, dans la journée. Ah, c'est hallucinant, des fois, là... Bien, c'est des choses, puis je parle de régime parce que ça, c'est malheureusement un des éléments déclencheurs les plus importants quand on voit des troubles alimentaires. C'est accessible, les gens vont le proposer, puis là, quelqu'un se met à faire un régime, se met à voir des changements, la perte de poids, la sensation de satisfaction qui vient avec le contrôle aussi. Bon, on a décidé. La sensation, la fierté de la réussite, puis les commentaires envers les gens, les commentaires par rapport au poids que les gens vont faire comme « Hey, t'es donc bien belle, t'as-tu perdu du poids? » Puis ça peut déclencher quelque chose aussi de dire « Hey, on me faisait jamais de commentaires, on me disait pas que j'étais belle ou que j'étais beau avant, peut-être que je devrais continuer. » Puis c'est pas à ce moment-là que c'est le trouble nécessairement qui est présent, mais ça peut être vraiment un déclencheur. Fait que les régimes, ça, c'est pour moi un signe que il pourrait y avoir de quoi qui se passe. Okay. Puis dans le but de prévenir et de développer une belle relation avec les aliments, avec notre corps, moi, j'invite tout le monde à se complimenter sur autre chose que notre corps. Ben oui, c'est tellement... De toute façon, nous, les hommes, on le sait maintenant. Faut jamais dire à notre femme ou à une femme « T'as engraissé. Est-ce que ça se peut que t'aies engraissé? » Alors, notre journée est finie, là. Puis, mentir, c'est pas mieux non plus. Non, mais de juste... De pas en parler. De pas en parler parce que c'est pas
important ou d'en parler de façon de dire, je vois qu'il y a des changements. Est-ce que ça va? Ou qu'est-ce qui va pas? Ou est-ce que tu veux en parler? Ou est-ce que je peux te soutenir là-dedans? Ah, c'est bon, il y a comme d'autres façons d'apporter ça parce que oui, on peut observer, on est tous des humains, on va observer des changements chez les gens, mais de l'apporter autrement, puis surtout que les troubles alimentaires, souvent chez les adolescents, ça peut être un moyen de poigner l'attention, de contrôler quelque chose. Donc, de tout de suite faire comme, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comment que je peux t'aider, comment que je peux te soutenir là-dedans. Wow, c'est bon, ça, j'aime ça. Mais encore une fois, quand que la personne n'est pas prête, la personne n'est pas prête. Fait que Non, ça, il faut rester là, continuer à soutenir, continuer à être là, même si, justement, le trouble, la voix de Anna va parler, va dire des choses par rapport envers un proche, envers un parent. Puis chercher de l'aide, chercher de l'information, là, c'est super important pour les proches, en attendant que la personne qui souffre va trouver qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que si la personne n'est pas intéressée ou elle ne le voit pas, son problème, ça n'empêche pas les parents ou l'entourage d'aller s'informer pour que lorsque la personne va se sentir prête, mais il va y avoir une équipe outillée en entour pour... Oui, ou d'aller chercher tout simplement des outils pour en parler, pour peut-être l'amener autrement ou pour voir qu'est-ce qui peut déclencher. Mais de rester là, de rester vraiment présent, c'est super important. Puis pour aller chercher de l'aide ou du soutien, bien sûr, il y a beaucoup de ressources. ANEB Québec, c'est vraiment la ressource numéro 1 au Québec. Okay. Ils ont une ligne d'écoute pour n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui en souffre, que ce soit un proche, que ce soit un professionnel qui a des questions, parce que ça nous arrive aussi. La ligne d'écoute d'ANEB est ouverte. C'est ultra impressionnant, de 8 h le matin à 3 h le matin. Oh! Fait que ça fait beaucoup d'heures de possibilités d'appeler puis d'avoir de l'information fiable. C'est toujours des personnes qui sont formées pour écouter, pour donner des informations fiables. Fait que ça, c'est vraiment la ressource numéro 1. ANEB Québec, c'est à Montréal. Ils ont également des groupes de soutien. Ils ont des groupes de soutien pour les proches. Ils ont des groupes de soutien pour les personnes qui en souffrent, des groupes ouverts et des groupes fermés selon où est-ce que la personne est rendue. Même chose à Sherbrooke. Il y a Arrimage Estrie, qui est un organisme qui promouvoit une belle image corporelle, mais qui travaille aussi avec les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Il y a un groupe ouvert, il y a un groupe fermé. Le groupe ouvert, c'est à tous les mardis. Durant même tout l'été. N'importe qui peut y aller. Puis les groupes fermés, ça va être 2 fois par année. Puis sinon, il y a des rencontres. Il n'y a pas de groupe de soutien pour les proches, mais il y a des rencontres individuelles pour les proches, pour vraiment qu'ils puissent poser des questions, se faire rassurer que c'est pas de leur faute, parce que c'est sûr que ça vient avec la culpabilité est tellement présente et on comprend. C'est ce que je souhaite que les gens à la maison comprennent après cette émission-là. Que la culpabilité, il faut l'envoyer ailleurs. C'est pas pour nous, c'est pas la faute à personne. Il faut se prendre en main et s'en sortir. On va voir les adresses à l'écran de l'ANEB. ANEB Québec, leur ligne d'écoute. Puis sinon, c'est arrimagestrie.com. À Québec, c'est la Maison L'Éclaircie. Ils ont des heures de ligne d'écoute aussi que j'ai pas mémorisées parce qu'ils sont plus complexes selon le jour. Mais ils ont également des groupes groupes de soutien ouverts, fermés pour les proches, pour les personnes qui en souffrent. Il y a des places où est-ce qu'on peut aller en intensif pendant des semaines. Il y a l'hôpital Douglas qui a un programme pour les adolescents ou les enfants, ainsi qu'un programme pour les adultes. Ils sont ultra spécialisés là-dedans. Je crois. Oui, exactement. Exactement. Donc ça, c'est l'adresse de l'hôpital Douglas. Oui. Master, avec Internet, c'est plus facile d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources. Sauf que il faut savoir que ça existe. Oui. L'émission est là pour ça. Votre présence, Cora, c'est génial. Parce que devant ce problème-là, les familles sont démunies complètement. Moi, je ne connaissais pas la maladie avant d'en parler. Et j'ai pas voulu m'informer non plus parce que je voulais recevoir ça comme si ça m'arrivait chez moi, dans mon foyer, dans ma vie, dans mon entourage ou à moi-même. Comme les gens à la maison.
Et là, on apporte quelque chose d'une solution. La preuve, elle porte la vie maintenant. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nos jeunes. Il y a de l'espoir pour les personnes. Il y a des personnes âgées qui peuvent vivre ça aussi. Oui, ça peut se passer à n'importe quel âge. Malheureusement, là, les fillettes, là, c'est plus souvent chez les jeunes filles, mais à partir de 8 ans qu'on peut voir des jeunes filles embarquer dans un régime ou se dire « je suis tombée grosse, il faudrait que je perde du poids » à 8 ans. À 8 ans. Donc, ça commence très, très jeune, cette préoccupation par rapport au poids. Il y a également